Bonsoir tout le monde et donc bienvenue pour ce nouveau lundi soir où on t'accueille toi, Eric Chauvier, tu es anthropologue et on est très content de te recevoir ce soir pour discuter de tes livres parce que il s'est avéré qu'on était plusieurs à t'avoir lu, pas forcément pour les mêmes ouvrages. Par exemple, moi j'avais davantage lu les textes plus anthropologiques, notamment La Petite Ville, paru chez Amsterdam, où tu repars de ta ville de naissance avec Nathalie, ton crush d'enfance, et où tu te promènes dans les rues de cette ville et où pars le petit bout de l'histoire, tu retraces l'histoire de la ville et de son dépérissement en quelque sorte. Mais tu as aussi publié des romans, des fictions, et le dernier que tu as publié qui s'appelle Plexiglas Mon Amour, qui est sorti chez Alia, qui est un roman sur le confinement, où en tout du moins c'est ce qu'il dit être, un roman qui part du confinement et donc de ce moment particulier qu'on a toutes et tous vécu. Mais c'est aussi au départ une anthropologie du proche, de l'intérieur d'une maison, d'un pavillon, de la banlieue périurbaine, d'une pharmacie de quartier, où tu rencontres, d'ailleurs, peut-être ce Eric qui est le narrateur principal du livre. Bien évidemment, on fait penser à toi, mais peut-être que c'est plus complexe que ça, tu pourrais en dire quelque chose. Et en fait, dans ce livre, Eric rencontre Kevin, son ami d'enfance, qui, passé par la scientologie, est aujourd'hui survivaliste. Et Eric se retrouve pris entre deux feux, qui sont par ailleurs les revers de la même pièce, entre d'une part sa femme, Marie, qui l'appelle toujours mon amour et témoigne de signes d'affection encore présents, qui rappellent le temps d'avant quelque part, mais qui par ailleurs agit un petit peu comme un petit fonctionnaire de police, et qui tente absolument de lui faire prendre conscience des risques qu'il prend en allant à la pharmacie sans masque, en rencontrant Kevin dans les bois. Et cet autre personnage, donc Kevin, qui lui par ailleurs est persuadé que la fin du monde est advenue, tente de trouver un remède en dévalisant la pharmacie de magnésium et de vitamine C, et tente de convaincre Eric de s'installer dans la forêt, dans une cabane autonome. Et donc l'histoire commence un peu comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire... L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une conversation un peu moins intello. On a prévu une grille on avait prévu qu'il y ait des questions, notamment avec Pauline, qui malheureusement ne peut pas être là parce qu'elle a le Covid. On avait prévu une grille un peu intello, etc. Mais on s'était dit que c'était bien aussi, que c'était possible avec toi, d'avoir une conversation un peu plus souple sur ce livre, mais aussi sur... comme ils sont tous interconnectés par le fait qu'ils reprennent des objets aussi assez régulièrement, ou tout du moins des formes du récit aussi qu'on retrouve dans différents livres. Est-ce que juste tu pourrais nous parler de pourquoi ce roman, et pourquoi ce roman au moment du confinement, enfin qu'est-ce qui t'a amené à écrire là-dessus, quoi. Bonsoir. Bon, le roman, la fiction vient de la crise de l'expérience que je vivais, comme pas mal de personnes à ce moment-là. Crise de l'expérience et donc nécessité d'aller vers la fiction. Et puis, sentiment que le temps s'est considérablement accéléré, l'histoire s'est considérablement accélérée. Le texte a été écrit pendant qu'on avait nos laisses, 1 km, 10 km, couvre-feu. Et donc la nécessité du livre est venue du fait qu'en tant qu'anthropologue, je ne pouvais plus expérimenter le réel, l'ordinaire, on va dire, plus faire d'enquête, d'une façon avec laquelle je travaille habituellement. Et donc la fiction est venue comme une nécessité parce que l'époque était insupportable. Elle l'est toujours, mais la fiction vient aussi peut-être aussi dans le délire de toutes les versions du monde qu'on a pu entendre à ce moment-là. Et la fiction vient comme une fiction de plus par rapport à on dit post-vérité aujourd'hui, mais c'est un terme un peu rapide, mais la fiction s'est imposée à la fois comme nécessité pragmatique et comme réponse littéraire ou philosophique à une époque qui n'a plus aucun lien avec la réalité sérieux, quoi. Mais justement, tu dis un truc d'un moment, tu reprends un discours du président à un moment donné pendant la crise et tu dis une phrase très juste, il s'épanouit dans la crise. Il est épanoui dans la crise.
contrairement en fait à tous les personnages du livre. Donc la situation initiale, c'est un confinement de Eric, qui est, enfin toi j'imagine, avec sa compagne Marie et ses 2 enfants dans la maison, quoi. Ses 2 enfants le regardent pas et sa femme reconfigure complètement son comportement par rapport à lui. Comment t'as imaginé ce début de scène, enfin de roman, quoi? Moi, je suis l'auteur, mais pas le narrateur. Ça, c'est important de le dire. Mais simplement en poussant le curseur un peu plus loin. C'est-à-dire, c'est une dystopie qui s'avère, enfin, qui finalement est très proche d'une réalité possible, probable. Et l'enjeu, c'était de questionner, de mettre le curseur juste un peu plus loin, de le déplacer d'1 centimètre et entrer dans le cauchemar total. Et la gestion de crise, elle s'est beaucoup jouée sur le fait, beaucoup par une rhétorique déployée destinée à nous rassurer pour ne pas nous faire croire à un cauchemar total. Qui en réalité, le livre parle d'un cauchemar total, société de contrôle poussée à son paroxysme, avec des drones qui nous fliquent, qui nous surveillent, avec des camps de rétention, mais c'était assez probable. Quand j'ai eu cette idée, on parlait de réquisitionner des Formule 1 pour y circonscrire les Covidés. Donc tout ça il s'agissait juste de déplacer un tout petit peu, quoi. Et donc c'est une forme d'anticipation. Et puis après, sur la gestion de crise, oui, mais je pense que on est toujours entre 2 chocs, comme disait Adorno. Et là, plus que jamais, on est entre 2 chocs. Donc effectivement, le livre traduit aussi qu'est-ce qui reste comme mode de vie authentique. C'est la question que se pose le narrateur. Et pour ça que le survivalisme est une tentation, du coup. Tentation d'aller vers... Il y a ce texte d'Heidegger derrière, Bâtir, habiter, penser, qui est un vieux texte un peu poussiéreux, bon, mais qui pose la question de la vraie vie, quoi. C'est quoi la vraie vie? Et là, le narrateur, et là je suis l'auteur aussi, il y a une confusion des deux, fait que je me pose cette question du survivalisme, la tentation, quoi. Et, puisque le début du livre est authentique, enfin, c'est une enquête qui après part en fiction. Mais les 50 premières pages sont rigoureusement vraies. Mais comment tu détermines l'écart entre le réel et la fiction? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, je vais écrire là-dessus, et depuis telle distance et pas telle autre, quoi? C'est-à-dire que chaque livre est assez différent, parce qu'à chaque fois je me pose la question comment créer un dispositif, on parlait des dispositifs, comment créer un dispositif qui permette, un dispositif heuristique, qui produise du savoir, qui amène une expérience de savoir partagée avec un lecteur. C'est la base du roman, sans doute, mais je réinvente un peu l'eau tiède. Mais sauf qu'en anthropologie, en sciences humaines, on parle assez peu de ça, quoi. Mais pour moi, faire revenir Baudelaire en zombie ou en monstre dans Paris, c'est créer un dispositif qui va révéler le côté aberrant c'est 2018 des fan zones, de la gestion des flux humains dans Paris, et faire revenir Baudelaire et sa poétique d'oxymore est un dispositif évidemment fictif, mais qui mène à une analyse ou à des éléments d'analyse qui eux sont bien réels. Et du coup, pour moi, c'est un dispositif anthropologique, faire revenir Baudelaire comme ça. Sommaland, tu dis que c'est une fiction, mais c'est pas une fiction. C'est une enquête. Et c'est là que c'est très troublant, parce que le discours à l'époque des industriels de la chimie, il est totalement fictionnel. Et puis surtout, c'est une part de gestion des risques, et tous les discours sur la gestion des risques avec des méga diaporamas, etc. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là en immersion, et je me suis rendu compte que les habitants, qui sont les plus exposés, qui vivent près des sites Seveso, des usines à risque, ces habitants-là ont aussi des fictions. Et en fait, du coup, à l'inverse du Baudelaire, j'enquête sur quelque chose qui est réel, où des personnes me font part de fiction. Et où ça devient troublant, c'est que les industriels ont des discours tout aussi fictionnels sur la gestion du risque, que les administratifs, que les élus, que ce jeune homme, Yacine, qui vit près d'un site Michelin, sur la presqu'île d'Ambès, à côté de Bordeaux, et qui est persuadé que dans l'air, il y a une espèce de molécule, de solvant qui a empoisonné son ex-petite amie. Mais tout ça, il me l'a réellement dit. Je ne l'ai pas inventé. Et ça devient intéressant dès lors que je propose cette hypothèse à tous les grosses têtes de la gestion du risque, et aucun me dit mais c'est faux. Enfin, les réponses que j'ai, c'est vraisemblablement improbable, ou c'est possiblement invraisemblable. Mais voilà, on en est là sur la gestion du risque. Et tu parlais de Lubrizol, c'est l'exemple type d'une absence, d'une hyper-communication. À l'époque, c'était la loi Bachelot-Narquin, à l'époque on a un peu oublié, mais
avant qu'elle fasse les plateaux télé, elle était sur la gestion du risque. Après AZF, il y avait cette idée que tous les citoyens devaient être informés de tout ce qui se passait sur les sites Céveso, ce qui est juste hallucinant, c'est impossible. On a beaucoup travaillé là-dessus. Aucun patron de la chimie ne voudrait montrer les brûlés, etc. Mais sauf que c'était l'esprit de la loi 2005. Et sauf qu'aujourd'hui, on est sur un angle mort total. Et Rouen, c'est vraiment le drame de Rouen, c'est-à-dire que on est passé en 15 ans sur un esprit de loi qui était la transparence à quelque chose aujourd'hui qui est juste, on ne sait pas ce qui se passe sur ces usines-là, c'est une régression absolue sur ce qu'on appelait assez c'est un euphémisme, la gestion du risque. Quoi. Enfin, on le sait pas, et en même temps, en tant que Rouennais, ce qui est marrant, c'est que toute cette zone, ce qui est marrant avec Lubrizol, c'est que c'est ce que beaucoup de gens ont aussi probablement pas compris dans la communication de la préfecture et tout ça, c'est que le véritable risque, c'était pas la pollution, etc., c'est que l'enchaînement au fil de la Seine de tous les sites Céveso produisent un enchaînement d'explosions et qu'il y ait un quart de la ville qui parte en fumée. Bien sûr, bien sûr. Et l'effet domino dont tu parles, effectivement, et personne n'est prêt à communiquer là-dessus, parce que une ville comme Bordeaux peut être en partie rayée de la carte, avec l'enfilade de sites Céveso qu'il y a sur la presqu'île d'Ambès à côté. L'effet Blève, c'est un truc complètement fou, j'avais travaillé là-dessus, c'est le réchauffement subi de l'atmosphère, un peu comme une bombe atomique, quoi. Il suffit d'un stockage de pétrole à côté de solvants de pétrochimie, et puis voilà, un embrasement subi de l'atmosphère qui aurait des... Donc tout ça est très difficile de communiquer là-dessus. Donc on communique pas en fait, quoi. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une régression, enfin un affaiblissement en tout cas de l'esprit de cette loi. Voilà, mais ces sites sont encore présents puisque le gasoil ne cesse d'augmenter. Moi je suis dans le PRM, donc voilà, ces sites sont encore présents, stockage, etc. Et plus que jamais on est coupé de ce qui s'y passe véritablement, quoi. Oui, et ce qui est marrant, après on va pas parler de Lubrizol 10 ans, mais vu que c'est un sujet que j'apprécie, mais ce qui est marrant, c'est que immédiatement après l'incendie de Lubrizol, les habitants ont globalement dit, alors ils ont pas dit on veut être informés, ils ont dit en fait il faut que ces trucs hyper dangereux soient fermés et tout ça, et en fait ça a eu à peu près aucun relais politique, pour la simple et bonne raison que à Rouen, par exemple, dans le milieu syndical, les usines pétrochimiques, c'est un des rares endroits où il reste un peu de syndicalisme. Et la réaction à peu près générale des syndicalistes, c'était de dire attendez, on va pas fermer tous les Lubrizol, on va pas fermer tous ces trucs-là parce que il y a des emplois en jeu. Donc il y avait à la fois, ils disaient non mais évidemment il faut sécuriser le truc, il faut qu'on sache ce qu'il en est et tout ça, mais globalement la politique, dans l'espace politique, il y avait aucune place pour dire en fait cohabiter avec ce genre d'usine, avec ce type de production, ça va pas du tout. Ça a été, il y a eu très très peu de débats en fait. Si on prend l'ampleur de la catastrophe et l'ampleur qu'elle aura dans les dizaines d'années à venir sur la santé des habitants de Rouen et les réactions politiques que ça a produit, c'est assez effarant, quoi. Bien sûr. Et puis ces usines se retrouvaient en configuration domino aussi, parce que dans la métropolisation maintenant des villes, il y a une volonté de les mettre à l'extérieur des villes. Alors Rouen c'est peut-être un peu différent, mais des villes comme Bordeaux, les derniers sites Céveso ont été mis à l'extérieur des villes parce que ça ne correspond pas à Bordeaux classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, à des critères assez spécifiques. Mais par contre, c'est une forme d'aberration de les mettre ensemble d'une certaine façon. C'est accroître considérablement le risque. Et les mettre dans l'impensé, dans le hors-champ aussi des représentations citoyennes de base, quoi. Tous les Parisiens qui viennent à Bordeaux ignorent qu'ils ont au-dessus de Bordeaux, à peine 10 km, une espèce de configuration terrifiante, quoi. Non, j'exagère, mais... j'exagère à peine. Oui, mais voilà, c'est les études de danger qui disent ça, quoi. Justement, dans les... en fait, ce que tu fais, c'est qu'aussi tu prends des théâtres sociaux que tu dupliques dans différents... tu prends ces mêmes théâtres sociaux que tu examines sous différents aspects, notamment... ce qu'on peut appeler les banlieues pavillonnaires ou les zones périurbaines. Et en fait, moi, je me suis demandé à quel moment tu avais trouvé ça fascinant. En fait, moi, j'ai toujours trouvé... en fait, je viens plutôt d'un milieu urbain, et du coup, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai trouvé ça absolument dingue. La manière dont l'espace s'organisait, dont les marqueurs urbains étaient extrêmement différents, dont la vie sociale s'organisait. Mais toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, ici, se niche quelque chose de fascinant ?
en y vivant, parce que ça fait 20 ans que je vis dans les zones pavillonnaires, ça m'est d'Arangel à côté de Bordeaux, où je me rends compte effectivement que j'ai vu Bordeaux évoluer, la ville évoluer en même temps que sa périphérie en fait. Et Bordeaux est une ville que j'ai beaucoup aimée quand j'étais étudiant, et que j'aime moins aujourd'hui parce qu'elle est super codifiée, évidemment c'est une ville plutôt pour des revenus très élevés, même si la pauvreté est toujours très visible, etc. Bon. Mais tout était très codifié dans les villes, et à l'inverse, le périurbain a une forme d'espace de liberté, quoi. C'est-à-dire que l'exemple type, c'est les groupes un peu intéressants en électro, en rock, viennent tous de la périphérie, souvent. Parce que on n'apprend pas le rock dans une salle dédiée. Ça s'apprend aussi d'une façon un peu dans la culture, un peu de la suburbia à l'américaine aussi, qui est assez fascinante, quoi. J'ai lu beaucoup les romans de Thomas Pynchon, voilà, ce genre de choses, ou même les séries américaines un peu intéressantes qui vont souvent placer ce qu'il y a de mystérieux dans les zones périurbaines, plutôt dans la suburb. Il y a un imaginaire très fort où tout est un peu possible, puisque c'est les Sopranos, quoi, par exemple. C'est pas une série extraordinaire, mais les cadavres vont être enfouis dans la périphérie, etc. Et donc, je trouve cet imaginaire assez fascinant. Les films de John Carpenter, Halloween, ça se passe déjà dans la suburbia. Il y a toute cette idée du mystère, du danger, de l'absence de code. Et puis la vie des ados, le faire du skate dans le suburbain, c'est reprendre un vieux terrain de sport désaffecté où on va pas aller au skatepark, on va aller dans... Donc il y a tout un imaginaire qui du coup est beaucoup plus foisonnant dans ces zones-là, et y compris pour les adultes. C'est très flagrant chez les ados, mais aussi pour les adultes. Et donc c'est à la fois ambivalent, c'est-à-dire que c'est très stéréotypé parce qu'il y a l'hypermarché, il y a les mouvements pendulaires, il y a l'hégémonie de l'automobile, mais en même temps c'est l'artificialisation des terres. L'écologie, évidemment, c'est aberrant sur un plan écologique, mais il y a encore du mystère, il y a encore une forme de créativité et d'imaginaire dans ces zones-là, dans ces territoires-là. J'ai dit un truc, là. Vous avez grandi à Bordeaux? Non, moi j'ai en Limousin. En Limousin? En Limousin, je suis arrivé à Bordeaux à 17 ans, et donc j'ai passé 10 ans à Bordeaux. À l'époque, la ville était noire, les façades étaient noires, quoi. C'est là encore des traces de la ville portuaire. Et donc après, je suis parti dans la périphérie. Mais oui, je voudrais revenir sur le revenant. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu assez récurrent dans tes livres, c'est que c'est toujours très drôle, quoi. C'est à la fois noir et drôle. Et ouais, je me demandais vraiment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, il faut ressusciter Baudelaire, et est-ce que tu peux un peu, parce que c'est un livre assez difficile à raconter, et par ailleurs, oui, ça on l'avait pas dit au début, mais autant Plexiglas, mon amour, que Le Revenant, on avait publié des bonnes feuilles sur Lundi Matin, si les gens veulent jeter un œil. Mais est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu as essayé de faire avec Le Revenant? Ouais, une question qui va dans ce sens-là. Tu peux peut-être nous dire, dans le Plexiglas, mon amour, tu dis que c'est une crise de l'expérience qui est à l'origine de l'écriture du roman. Je me demandais ce qui était à l'origine, si c'était un sentiment de vouloir dévorer tous les Parisiens qui avaient présidé à l'écriture du Revenant. Moi, je suis prof à Versailles, l'école d'architecture de Versailles, où j'ai un cours qui s'appelle Littérature et conditions urbaines, où j'ai un cours en partie, c'est 3 cours sur Baudelaire, qui étaient témoins en fait de tous les changements sous Haussmann, sous le Second Empire, puisqu'il meurt en 68, donc de 52 à 68, il est témoin de tout ça. Et je voulais faire un essai, montrer ça, et puis en fait, non, la forme s'impose aussi de créer un dispositif où toute la fascination baudelairienne pour l'horreur, pour l'oxymore, l'horreur dans la beauté, etc. Ça crée un dispositif poétique, en fait, qui permettait de questionner la gestion des flux dans Paris en 2018, dans cet esprit de post-attentat, de plan Vigipirate, etc. Donc c'est pas vraiment sur les Parisiens, en fait, c'est vraiment sur... qu'est-ce qui reste de la poésie dans la ville, en fait? Comment est-ce que pas la poésie, parce que c'est pas le printemps des poètes non plus, quoi. C'est la poétique.
comment est-ce qu'on peut créer un langage autre dans une expérience où on est tous très standardisés. En 2018, nos vies étaient très standardisées dans la ville. Et ramener cette espèce de monstre poétique est un monstre quelque part. Elle doit déclencher, doit faire émerger une vérité qui n'existe plus, quoi. Et donc c'est questionner tout cela dans ce texte-là. Et ta question? Non, mais j'ai un autre truc que je voulais te demander. C'est ce qui est particulier, ça tu l'as déjà expliqué un petit peu avant, dans ton usage de la fiction. Enfin, en fait, ce qui est assez difficile à décrire dans ton travail, c'est la manière dont joue ensemble, en gros, un questionnement anthropologique, enfin de la recherche anthropologique et de la littérature, de la fiction et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut autant lire les bouquins, enfin certains en tout cas, comme des romans, autant on peut les lire comme des livres de sciences sociales, quoi. Ouais. Et est-ce que toi, tu as l'impression enfin ça, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais que ton lectorat, en fait, il se situe plutôt du côté littéraire ou plutôt du côté sciences sociales, anthropologie, enfin, tu as l'impression d'être lu par des étudiants en sciences sociales ou par des gens qui achètent des livres de gare et qui vont lire Le Revenant et rigoler. C'est difficile à dire, je sais pas trop, mais en tout cas c'est intéressant de créer des formes un peu hybrides. J'essaie de créer des formes un peu hybrides. Chaque enquête nécessite une forme singulière, en fait. C'est intéressant de travailler toujours de s'inspirer de ça pour produire quelque chose. Après, je peux pas présupposer le lectorat, une espèce de société secrète là, qui lit mes livres, mais c'est bien d'ailleurs. Mais il faut un principe d'efficacité, en fait, rendre compte de la sophistication du monde. La fiction, elle peut permettre ça. Souvent, je me heurte souvent à un problème, en fait, qui est de balancer. C'est-à-dire que je me retrouve dans des situations où je ne vais pas balancer ni mes collègues, ni ma famille, parce que j'enquête sur l'ordinaire, sur ma vie de tous les jours. Et donc la fiction, elle vient comme un relais là, comme une poursuite possible à partir de ça. Et je réponds pas du tout à ta question. Je sais pas comment je suis lu. Je sais que c'est Alia aussi, la maison d'édition, qui est quand même lu d'une certaine façon aussi. Je sais que mes collègues universitaires peuvent considérer ça. Je ne dois pas paraître totalement sérieux, parce qu'il n'y a pas de bibliographie à la fin, il n'y a pas de convention académique, et en même temps, je pense que ça intéresse quand même, malgré tout. Et puis je me rends compte aussi que avec les étudiants, pour le coup, en architecture, en tout cas, il y a quelque chose d'immédiat, où on se pose moins de questions sur les conventions, sur l'enrobage académique d'un texte. Moi, ça m'a toujours un peu... les conventions m'ont toujours posé problème, en fait. J'avais fait une thèse sur ma propre famille, déjà, donc je partais quand même de quelque chose d'un peu qui questionnait déjà les conventions d'anthropologie, qui s'en allait travailler sur quelque chose de très extérieur à soi. Donc les conventions m'ont toujours posé problème. Parce que ce qui paraît intéressant comme ça, vu de loin en tout cas, c'est que typiquement, l'anthropologie c'est un domaine qui est passionnant, mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui qui s'intéressent à l'anthropologie. Oui, il y a les gens qui sont fac d'anthropologie, mais sinon il n'y a aucun... je sais pas, il n'y a pas de... C'est dommage. Ça reste complètement centré sur un truc universitaire et académique. C'est exactement ça qui me pose problème, parce que l'anthropologie devrait être la discipline du réel. Enfin, je le dis ça de façon un peu presque slogan, un peu rapide, mais c'est la seule discipline, démarche, qui questionne vraiment des situations. Et dans ce contexte de crise de l'expérience, on aurait plus de réponses par des anthropologues en immersion que par mais y compris dans Paris, y compris dans notre quotidien, que par des sociologues qui vont créer des catégories quantitatives ou très à distance. Moi, mon grand regret, c'est que l'anthropologie en soit à ce niveau de reproduire des effets de science, des effets de distance, comme tu dis, d'académisme, parce que justement, elle a un rôle à jouer aujourd'hui sur toutes les questions qui vous animent aussi. On est dans une démarche critique où moi j'ai un sentiment de gâchis, en fait. Et mes livres essaient assez modestement de surmonter cette frustration et du coup en sortant des conventions nécessairement, quoi. C'est ce qu'on avait travaillé avec l'éditeur. Si je fais des chapitres, sous-chapitres, notes de bas de page, etc.,
Gérard Bérébi m'avait dit, mais enfin là, on perd totalement le lecteur. L'anthropologie de l'ordinaire, c'est un peu ce que je revendique, c'est-à-dire que dans la crise commence ou finit le langage, je partais d'une situation de phoning, par exemple, qu'on a tous connue, qui est un peu aliénante, qui est un peu embarrassante, quoi. On est harcelé par quelqu'un qui veut nous vendre des produits d'assurance, etc., quoi. Ça, c'est l'exemple, une démarche anthropologique, si on l'applique en immersion de ce travail-là, on peut analyser, on a des démarches, on peut trouver des indices, on peut retrouver les formes d'aliénation que ça génère, on peut travailler en contexte. Donc ce sentiment de gâchis que j'éprouve, c'est que on n'investisse pas ces situations de l'ordinaire pour essayer de remonter ce qu'elles ont de critiquable ou de voilà. C'est vraiment possible, c'est tout à fait possible, quoi. Et puis ça fait longtemps que certains anthropologues travaillent sur des terrains français, quoi, on dit, quoi. Et évidemment, quoi. Et puis de toute façon, je sais pas, travailler sur un bidonville à Nanterre, on peut travailler, et pas seulement d'ailleurs, c'est pas l'exotisme, c'est tout le problème en fait, c'est que cette discipline elle est très mal comprise, quoi. À chaque fois que les médias de masse parlent d'anthropologie, c'est immédiatement Philippe Descola ou Françoise L'Héritier ou Lévi-Strauss. Enfin, et moi je trouve ça incroyable qu'on imagine que l'anthropologie ce sont des ontologies. L'anthropologie c'est l'inverse, on est en immersion, on est dans quelque chose qui nous habite, qui est peuplé d'indices, et il faut retrouver à la façon d'une enquête policière, c'est ça l'ethnographie, l'expérience de terrain. Donc il y a un malentendu énorme en fait sur l'anthropologie. Et bon, moi je rame depuis des années, mais pour essayer de vaincre ce malentendu, c'est-à-dire de ramener ça dans le débat, y compris dans le débat de la pensée critique, qui va plutôt aller vers la sociologie ou vers. Mais l'anthropologie a un rôle à jouer. Et voilà, c'est dommage. Et justement, comment tu es perçu par les autres, enfin l'université et l'anthropologie en général? Parce que je suis d'accord, ce qui est fascinant pour nous, c'est que tu prends ta position, enfin tu parles de ta position pour faire une démarche qui est scientifique, et a priori on peut se dire que c'est un peu incompatible de partir de soi pour faire de la science. Comment est-ce que toi, tes collègues, ils te perçoivent, toi, ta démarche et tes livres? C'est assez informel, c'est-à-dire que ouvertement, enfin maintenant j'ai passé un peu de bouteille, quoi, mais longtemps, quand j'ai fait ma thèse, on m'a dit ça n'est pas faire de l'ethnologie que de s'étudier soi-même. Ce que j'avais vu sur les rapports CNU, et j'en ai eu beaucoup de rapports CNU où on me priait d'aller voir ailleurs parce que je n'étais pas éligible dans les critères du CNU, des comités nationaux universitaires, quoi, des recrutements pour être prof. Mais je me rends compte avec le temps que beaucoup de mes collègues, en réalité, le fait de travailler à partir de soi, tout le monde le fait. C'est-à-dire que quand on observe une situation, c'est toujours à partir de soi. Alors, il n'y a pas d'ontologie dans la vraie vie. Il n'y a pas de... C'est une construction théorique, l'ontologie. Il n'y a que des situations. Et ces situations-là, je les impacte plus ou moins en observant. Et quand j'en parle maintenant avec certains de mes collègues, comme j'ai un poste de prof maintenant, il y a une espèce de statut aussi, il y a quelque chose qui se joue, on peut parler dans des jurys de thèse, dans des mondes académiques, on échange là-dessus, parce que c'est... Et oui, ce que vous dites, finalement, c'est intéressant. Mais oui, donc il y a aussi cette dimension-là, mais tout ça reste assez informel, et voilà. Mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu avais fait ta thèse sur ta propre famille en ethno, et que de ce fait-là, ils n'ont jamais voulu te donner de poste parce qu'ils trouvaient que c'était pas sérieux, quoi. Oui, voilà, c'est le monde académique qui ce que disait Pierre Bourdieu, son seul enjeu, c'est de se reproduire lui-même, quoi. Et donc là, c'est un peu dit comme ça, c'est un peu rapide sans doute, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là où l'anthropologie doit exister avec ses catégories éternelles, effectivement, qui empruntent beaucoup à l'exotisme. Alban Bensa, qui est un ami qui est décédé il n'y a pas longtemps, s'est beaucoup battu contre ça, lui. Il travaillait pourtant avec les Kanaks, mais il ne voyait pas d'exotisme avec les Kanaks. Il disait, je suis avec eux, on travaille, je les observe, ils m'observent, c'est une relation. Il n'y a pas d'exotisme là-dedans. Donc, ça se reproduit, voilà, en véhiculant des vieilles lunes, en fait. Et après, l'anthropologie, il ne faut pas la réduire à ça. Il y a aussi plein d'anthropologues qui travaillent sur des sujets très importants. Moi, j'ai beaucoup bossé dans le médico-social, par exemple, avant d'intégrer les écoles d'archi, j'avais sur la psychiatrie, je devais travailler sur un hôpital psychiatrique, et ça m'aurait beaucoup intéressé. Et justement, l'anthropologie a un rôle à jouer là-dedans, sur ces institutions-là. J'ai quand même une question, parce que c'est vraiment un peu le cœur du truc, mais tu dis,
tu veux pas aller dans l'exotisme, mais justement investir ces espaces-là qui relèvent pas a priori d'une anthropologie classique. Mais comment t'as fait? Non, mais ça c'est juste de néophyte. Hein. Comment t'as fait pour trouver les catégories, les découpages, oui, les catégories en fait. T'as fait comment? C'était les prototypes que t'as assemblés en cherchant différents concepts, différentes manières de voir à différents anthropologues. T'as fait comment en fait pour par exemple juste la thèse sur la famille. Comment t'as fait concrètement? C'est l'analyse de langage, en fait, souvent de l'analyse conversationnelle. Donc beaucoup d'auteurs américains qui ont écrit là-dessus, comme Erving Goffman, qui était canadien, mais tous ces auteurs, ces anthropologues aux États-Unis un peu différents, qui ont vraiment travaillé, William Laboff, tous ces auteurs-là, Del Himes, etc. Et c'était considéré que les locuteurs, les indigènes, on est tous indigènes, on produit aussi des catégories, on classe le monde en parlant, en fait. Et c'est parti de là, en fait, cette idée que je ne pouvais pas leur imposer des concepts, mais j'écoutais les périphrases, et à partir de ces périphrases, j'essayais de comprendre quelles étaient les représentations. Et puis, dans l'institution, ça m'avait assez marqué, dans un deuxième livre chez Alia, qui s'appelle « Si l'enfant ne réagit pas », où là, j'arrivais avec mes concepts dans une institution de placement familial, donc un orphelinat, en gros, quoi, avec des adolescents placés, et j'avais essayé de poser mes grilles théoriques, mes concepts, voilà, en disant, voilà, et puis ça marchait pas. Parce que c'était un monde qui dysfonctionnait complètement entre éducateurs, enfants placés, un monde en souffrance, quoi. Et mon employeur, qui était un formateur d'éducateurs sociaux et psychanalystes aussi, m'a dit « mais tu t'épuises là, il faut plutôt travailler sur ce qui t'étonne, sur ce qui te trouble, surtout travaille à partir de ça ». Et ça a été une révélation dans ma trajectoire, quoi, de chercheur, de travailler à partir de ce que Georges Devreux, un ethnopsychiatre suisse, appelle le trouble psychoaffectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête s'il n'y a pas au départ quelque chose qui nous broie un peu affectivement. Et c'est là que, pour répondre à ta question, sur le jeu, celui qui observe, pour moi c'est essentiel. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver en mercenaire sur un terrain. C'est accepter ce trouble psychoaffectif, comme le montre Devreux, qui est le déclencheur de l'enquête. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'informulable, de l'indicible, et il va falloir le mettre en mots, et l'enquête elle est là pour mettre en mots en fait, ce trouble initial. Et ça a très bien fonctionné dans cette institution où finalement j'ai fait une analyse, une expertise qui n'était que des questions et des étonnements. Et à partir de là, c'est une forme de recherche-action. Éducateurs, adolescents ont pu prendre appui un peu là-dessus pour formuler des nouveaux, notamment reformuler le contrat de vie de l'établissement, etc. Et ça, c'est déterminant pour moi. Je pense que l'anthropologie, elle n'a pas pour but de produire des ontologies, mais un questionnement subtil, critique, affiné sur le monde social, en fait. Et on est à 100 lieues de ça, quoi, évidemment. Moi, j'ai mis emploi dans mes petits livres, à essayer d'aller vers ça, quoi. Et ça part d'une émotion. Enfin, ça part ouais, émotion, trouble psychoaffectif, c'est d'ailleurs ce background qu'on peut avoir, parce qu'on est tous constitués de nos vies, de nos traumas, et c'était assez troublant dans cette institution, parce que normalement, j'aurais dû, quand on est face à la souffrance humaine, on s'écrase en général. On est là, on dit, ouais, ça nous happe, Et en fait, non, moi, ça me ramenait à ma propre histoire. Pas parce que j'ai souffert, mais parce que, voilà, une conjonction d'indices qui faisait que j'étais ramené à ma propre, ce que je décris dans « Si l'enfant ne réagit pas ». Et c'était presque indécent sur un plan scientifique de revenir à sa propre histoire. Mais sauf que c'est la clé, en fait, quoi. D'où ma tentative pour essayer de produire quelque chose qui intègre pleinement le sujet qui observe, le sujet qui a une histoire, etc. Mais enfin, la fonction que ça remplit aussi de cette alliance entre roman, anthropologie et fiction. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé dans La Petite Ville, mais aussi dans Plexiglas mon amour, c'est la fonction que ça remplit, c'est que ça rend explicite le fait que les gens ne sont pas d'un bloc. Les gens sont traversés de contradictions, de dualités. Et tout le dispositif du texte, est-ce que la manière dont tu as de restituer la parole de ceux et celles que tu fréquentes dans ces moments de terrain, ça permet de saisir un petit peu les plis, les stries qui traversent les gens. Et paradoxalement, avec l'anthropologie, en fait, même quand on prend les textes classiques, Malinowski, les Argonautes du Pacifique, il y a en fait très peu de discussions entre l'anthropologue et les enquêtés. Et donc là, le fait de mettre au cœur du dispositif du texte la parole des enquêtés, ça permet de comprendre un petit peu, de mieux saisir la manière dont en fait, les individus sont complexes, quoi.
Et dans Pectigas mon amour, il y a notamment le personnage du coup de Kevin, qui est du coup un ami de fac d'Eric, le narrateur. Personnages qui se sont perdus de vue après la vingtaine passée, qui étaient de très bons potes, qui écoutaient du rock ensemble, et qui se retrouvent à la pharmacie, quoi. Et Kevin, il a dévalisé les stocks de magnésium et de vitamine C, et il parle à Eric, et il dit en fait, moi je pense que en fait, il faut qu'on se trouve un remède, qu'il faut qu'on trouve tous des remèdes face à cette maladie-là, et il faut qu'on se débrouille. Et en fait, Eric au départ, il dit ouais, c'est de la connerie, quoi. Moi j'ai un discours scientifique et ça c'est pas rationnel et donc ça me va pas. Mais en fait, rapidement, le doute s'installe en Eric, non pas parce que Eric doute, mais parce que aussi Kevin est convaincant en fait. Kevin il agit, Kevin il est puissant en fait. Et je me demandais un petit peu comment est-ce que ce personnage de Kevin t'est venu, et aussi pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de Kevin un être, comment est-ce que tu as dessiné la complexité de Kevin, quoi? Kevin existe. Kevin existe. C'est de suite, j'ai fini. Kevin existe et surtout, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est ambivalent, parce que nous sommes tous ambivalents. Nous sommes tous ambivalents. On peut mettre d'un seul bloc, d'une certaine façon, dans un discours, mais effectivement, le fait de restituer des séquences de conversation sur la durée fait qu'on existe de différentes façons, quoi. Il peut être ridicule à une scène où il est survivaliste, il se coince le doigt dans dans le lance de sa tasse, quoi. C'est débile, c'est juste absurde. Et après, la scène elle est hallucinante, c'est une fiction, ça, où j'entends le bruit de la céramique, le narrateur entend le bruit de la céramique brisée, c'est-à-dire que ce survivaliste s'est coincé le doigt dans sa tasse. Donc il peut être ridicule, mais l'instant d'après, il peut avoir un discours sur pourquoi les magasins de bricolage en France ne vendent plus de tuiles dans le périurbain, ce qui est un vrai sujet, quoi. Et là, c'est une fiction et c'est ma colère à moi, quoi. Je trouve plus de tuiles dans les magasins de bricolage, on ne trouve plus que de la déco stupide, de la déco. Et donc, le problème, pour moi, est après de rendre compte des nuances de ces personnes. Mais à l'inverse, quand je travaillais sur l'action sociale, ou en Seine-Saint-Denis avec des jeunes déscolarisés, je montrais aussi qu'ils étaient super pénibles. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste, c'est pas juste des causes à défendre, quoi. Par moments, je les comprenais pas. Je renvoie à ma condition, à ma propre classe sociale. Donc rendre le monde dans sa nuance, c'est toujours intéressant, quoi, je trouve. Et c'est ce que je m'efforce de faire, du coup, de rendre, et à l'inverse, alors j'ai moins d'appétence pour la cause des puissants, donc je vais pas dire que les responsables de la chimie dans Somaliland, j'avais pas spécialement envie de les montrer aussi comme des personnes autres que telles qu'elles leur image, mais sur des situations, voilà, que nous vivons au quotidien, c'est intéressant de montrer la sophistication de ça. Toujours cette crise de l'expérience, quoi. Et en fait, une simple conversation, il suffit de reprendre ce qu'on dit, les indices juste d'une communication ordinaire, si on décortique tout, c'est fascinant. C'est vite fascinant. Moi, je suis fasciné par ça, par les jeux de regard, par les signaux non-verbaux, par tous ces indices qu'on a du mal à travailler aujourd'hui, quoi. L'anthropologie, quoi, c'est vraiment ça, l'anthropologie, pour moi. Et pour... Ouais, salut Eric. Salut. Heureux de te rencontrer. Tes bouquins sont toujours très troublants, très bizarres. Alors moi je me souviens en particulier, je me souviens de tes livres, mais j'avais été frappé par ton... comment on va dire ça, ton angoisse finalement face à une certaine exigence d'exactitude dans tes premiers textes qui transpire au sein du geste littéraire, ce qui est assez troublant parce que c'est plutôt des signes qui appartiennent à une sorte de stylistique savante, scientifique, une rhétorique qu'on trouve plus généralement dans les sciences humaines avec une réflexivité, une interrogation, etc. Voilà, il y a ce souci. Tu places finalement l'autobiographie dès le départ, toi, au cœur de ton travail. Alors, on te l'a reproché, tu viens de nous le dire, certains l'ont fait à la fin, tu parlais de Bourdieu tout à l'heure, j'ai pensé spontanément à Bourdieu, avec Esquisse pour une auto-analyse et les méditations pascaliennes. Voilà. Alors moi, j'aurais une sorte de double question, c'est finalement, est-ce qu'il peut y avoir une littérature sans enjeu autobiographique, voire une science sans enjeu autobiographique? Première question. Et deuxième question, tu travailles à Versailles avec les jeunes, les étudiants là, en architecture.
tu fais les choses sur Baudelaire, la modernité, la défiguration architecturale du Paris. Lui est mélancolique, ça le rend mélancolique. Il y a quelque chose qu'il considère être la reine des facultés et qu'il appelle l'imagination. Quelle valeur, toi, accordes-tu à l'imagination dans ta création? Et en général, pourquoi pas? Et surtout, est-ce que ton regard sur l'imagination a évolué tout au long de tes... Parce que ça fait maintenant une grosse quinzaine d'années que tu publies, au fil du temps, tu vois? Et pourquoi pas aussi, est-ce que l'imagination était différente pour toi avant même que tu écrives, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec la question de l'imagination? L'imagination au sens de fiction, de mise en fiction. Pas simplement. Comme perspicacité intellectuelle aussi. Oui, d'abord l'autobiographie, je pense que c'est pas l'autobiographie, mais ce capital, on ne devrait pas dire ce mot ici, capital, mais ce capital autobiographique qui fait que nous sommes... Cette absence de capital. Hein? Cette absence de capital. Cette absence de capital fait que, effectivement, je ne vois pas comment je pourrais observer quoi que ce soit en étant... Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on y viendra, on fera des anthropologues, enfin, vraiment objectifs. Des robots ou des machines, quoi. Ce serait le rêve des machines. Mais pour l'instant, évidemment, nous sommes traversés par... Il y a des grands livres là-dessus de Jeanne Favre-Sada, qui va dans le bocage en Mayenne, persuadée qu'il y a des sorciers partout, et puis on lui renvoie que si elle vient voir les paysans de Mayenne, sans doute que c'est elle-même une sorcière. Du coup, tout est renversé. Et cet exemple, je le cite toujours parce qu'il est éloquent du lien d'attribution, d'assignation, qui fait qu'on ne peut pas s'exonérer de l'impact qu'on a sur son observation. Et après, l'imagination, en architecture, je suis obligé de travailler avec les étudiants là-dessus, parce que l'architecture n'est pas que du béton, c'est aussi un imaginaire. C'est les grands architectes. C'est travailler sur l'intuition du projet, donc l'imaginaire, on travaille beaucoup là-dessus. L'imaginaire, c'est-à-dire à base de collage, à base de collage littéraire. Je fais des ateliers d'écriture avec eux, où on va travailler la mise en forme de leur intuition par l'imaginaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est quelque chose qui est essentiel en architecture, par exemple. Dans mon cas, je ne sais pas exactement, en fait, sur la mise en fiction, mais je ne sais pas, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, en réalité. Je pense que le petit fait vrai, du coup, m'intéresse beaucoup plus, comme disait Nathalie Sarraute, le petit fait vrai est plus intéressant que j'ai assez peu d'imagination. Et dans Plexiglas, le but était de brider autant que possible son imaginaire, en fait. Puisque la réalité rattrape la fiction. Et parce que la réalité donnait une matière absolument... des petits faits vrais fascinants à travailler, quoi. Terrorisants et fascinants. Donc j'ai pas d'imagination, aucune imagination, finalement. Mais c'est pas l'imaginaire c'est autre chose. Mais pour Baudelaire, c'est une fuite, et il en a besoin, tu vois, c'est pour ça aussi. Pour Baudelaire, c'est une fuite parce que La Petite Ville, c'est un livre que j'ai écrit sur ma ville de naissance, et je déconseille à quiconque, à tout le monde, d'écrire un livre sur sa ville de naissance, parce qu'on s'expose à pas mal de représailles après. Et ça a été assez violent, le déchaînement sur les réseaux sociaux. Et du coup, je suis parti sur Baudelaire, c'est aussi une fuite. La mise en fiction répondait à un trop-plein de réel là, qui était limite, qui était assez angoissant, quoi. C'est ma question, en fait, c'est ça. Ouais, c'est une fuite, c'est vraiment une fuite. Jean d'Ormesson disait... Ok. Non, il disait on écrit toujours le même livre. Et en fait, non. Jean d'Ormesson peut-être, mais moi non. C'est-à-dire que c'est chaotique, quoi. Le parcours est chaotique. Je fuis un truc. Donc l'écriture peut être une fuite, ponctuellement, c'est vraiment ça. Et ça, c'est un principe qu'on peut appliquer à tous ces livres et à leur forme un peu disparate, finalement. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de mensonges dans une forme de mauvaise, de subjectivité pas assumée qui se déguise en objectivité, que dans la fiction presque. Que la fiction, c'est aussi une façon... Comme tu dis, j'avais pas d'imagination, donc la fiction, c'est pas de l'imagination, finalement, c'est juste pousser encore plus ta subjectivité, en fait. C'est un dispositif, la fiction.
c'est pas Husserl, quand il invente la phénoménologie, il dit l'imagination, l'exemple que je peux avoir, c'est une façon d'affiner ma conscience, de la mettre en perspective, de mettre en perspective des exemples et donc de produire une pensée. Donc la fiction ne s'oppose pas à la vérité. C'est là qu'il y a beaucoup de confusion, quoi. Et je suis d'accord que de chercher à objectiver à tout prix, ce sont des fictions. Dès lors qu'on va créer plein d'ellipses pour ne pas mentionner qui parle, toutes les conditions concrètes de l'expertise. En fait, moi je considère que c'est un vrai problème parce que on s'adresse à des lecteurs, ce qui est souvent nié en sciences humaines. On considère que c'est une expertise objective, close, massive, et puis que le lecteur il a juste à être intimidé. Mais l'expertise, c'est quand même... Je parle d'expertise, c'est une forme d'expertise aujourd'hui. La République des experts, on disait. Et du coup, c'est aussi emmener le lecteur sur qu'est-ce que c'est qu'une expertise, comment est-ce qu'elle est produite, et partager cette expérience-là, en fait. Donc ça c'est une exigence que j'ai vraiment dans mes livres aussi, de montrer qui parle, et de ne pas donner à penser un monde où, ce que j'avais appelé la désinterlocution, c'est-à-dire un monde où les personnes observées n'ont pas droit à la parole. On va dire, ils souffrent affreusement, il faut absolument prendre leur cause, mais on ne leur donne pas une seule fois la parole. Du coup, le lecteur imagine que ces personnes-là n'ont pas droit à la parole, en fait, n'ont pas accès à... ne sont pas dignes, puisqu'ils n'entrent pas dans l'expertise. C'est quand même quelque chose, toute l'histoire des sciences humaines et sociales s'est créée sur cette désinterlocution. C'est un vrai problème, quoi. Même quand, dans des livres de sociologie, enfin, une marque avec la sociologie, c'est la manière dont les entretiens sont utilisés. Ils sont davantage utilisés pour justifier l'emploi de catégories, les préciser, mais pas tant les complexifier et redonner par l'entretien une forme de complexité individuelle, quoi. Exactement. On va jouer d'effets de réel, quoi. C'est-à-dire montrer que l'anthropologue était vraiment sur le terrain. Donc on ouvre le texte expliquant j'ai rencontré l'indigène au fin fond de la forêt, et après on passe à faire un essai avec plein de concepts. Et moi je suis très critique vis-à-vis de ça, parce que ça embarque le lecteur sur une idée où il n'est plus actif dans l'expertise, où il ne peut même plus penser à l'être actif. Et cette époque, la crise de l'expérience est grandement liée, et c'est un problème épistémologique, c'est-à-dire comment on produit de la connaissance. Et c'est un problème majeur aujourd'hui, quoi. Ouais, et quand tu parles de désinterlocution, il y a aussi ce truc, en fait, c'est presque comme si les gens qui écrivaient faisaient semblant de ne pas écrire, c'est-à-dire que l'écrivain disparaît, et que aussi, mais ça, je sais pas si dans tes livres tu le fais, mais c'est comme s'il s'adressait à personne, en fait. Et je me demandais ça, où était la place du lecteur, quoi. Quelle place tu donnais au lecteur quand tu écrivais, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose que tu dis pas, quoi. Toi, tu es là, les sujets, tes livres sont là, vos interactions aussi, mais l'adresse est plus, est plus cachée, quoi. Oui, bien sûr. Il y a le jeu, mais il n'y a pas le vous. Ouais. Bah, il y a le nous royal, comme on dit en sciences humaines ou en sciences sociales, qui est un nous indistinct, quoi, où l'anthropologue peut dire nous sommes arrivés au cœur de la forêt amazonienne, alors qu'il est tout seul, quoi. Et mais on imagine qu'il y a une espèce de cohorte de chercheurs pluridisciplinaires là, qui portent des bagues, mais en fait non, il est tout seul. Là, c'est une fiction, quoi. C'est une fiction. Et par rapport à ta question, moi je pense que m'avait dit Gérard Bérébi au début quand on travaillait dès que j'étais publié chez Alia, c'est que le souci du lecteur il est super important. C'est comme un combat de boxe, il m'avait dit. Il faut varier les coups. Et je me suis toujours souvenu de ça, en fait. Et donc ça amène à travailler le texte dans sa forme pour essayer. C'est pas un jeu de séduction, mais c'est juste prendre en compte qu'il y a un lecteur. Comment est-ce que je capte ça? Donc c'est une vraie question. Et le genre de l'essai, c'est une catastrophe en sciences humaines, puisque par définition, ça va lisser tout ça. Or, depuis la nuit des temps, on écrit des essais qui valent pour expertise. Une écriture blanche, enfin absente. Voilà, pas de sujet observant, sujet ressentant, pas de lecteur, a priori, mais bon, on consomme ça de façon un peu comme, c'est comme des anxiolytiques. Je vais essayer de revenir un peu pour le coup sur notre quotidien là. Dans Plexiglas Mon Amour, ce qui en tout cas m'a bien plu, c'est que, comme le disait Loïc tout à l'heure,
les deux personnages principaux, enfin à l'exception du narrateur, à savoir l'ami survivaliste Kevin et la femme du narrateur qui se mure derrière du plexiglas et tout ça, et qui adhère absolument à ce qu'on pourrait appeler la biopolitique gouvernementale et tout ça. Et donc, effectivement, ça ressemble à deux pans, enfin, aux deux côtés d'une même pièce, à deux... enfin, on le sent un peu, pour l'instant, à deux espèces d'impasses par rapport au présent. On imagine que le livre, il a été écrit plutôt donc, vers le début du confinement, etc., enfin de la crise du Covid. Mais en fait, ça laisse aussi un peu sur sa fin, parce que, c'est évidemment pas à toi de dire ce que serait la voie juste au milieu de tout ce bordel, mais en tout cas, ça met de côté des impasses, et moi je me demandais, maintenant que à la fois, ce qu'on vit, c'est un peu spécial, c'est que cette situation d'exception, c'est à la fois stabilisé dans le sens où, en fait, on s'y est accoutumé, on a rempli nos petites déclarations, on accepte, on s'est accoutumé à cette exception-là. En même temps, moi, j'ai l'impression que subjectivement, il y a une très grande instabilité, en fait. Enfin, moi, je vois, quand on discute avec des gens, quand on réfléchit aux discussions qu'on a pu avoir au fil des 2 dernières années, par exemple, moi, ça m'a vraiment marqué à quel point, par exemple, au début, des amis que j'imaginais allaient être hyper stressés étaient hyper détendus, d'autres que j'imaginais qu'allaient être hyper détendus par la situation étaient en fait hyper stressés, paranoïaques. Et j'ai vu aussi ces mêmes personnes vachement variées, en fait, dans leur rapport à l'exception et à la crise. À 6 mois d'écart, les gens avaient complètement, été affectés de manière radicalement différente par la situation. Et donc, j'aimerais savoir ce que tu penses de cette espèce de stabilisation qui n'en est pas une, en gros du merdier dans lequel on est, de la grosse difficulté en termes d'expérience à s'y rapporter, je pense pour absolument tout le monde, y compris ceux qui prétendent avoir des certitudes tout en étant très crispés dedans. Ça, c'est une chose. Et aussi, c'est pas la même chose, mais quand même un petit peu. Là, on est quand même à quelques mois des élections et tout ça, et il y a un truc, je trouve, dans l'air qui est hyper chelou, c'est que à la fois, je sais pas, c'est comme si c'était encore le même cirque, donc un truc vraiment très ritualisé qui se remettait en place, où tout le monde, dans le fond, personne n'adhère, de moins en moins de gens en tout cas adhèrent à l'espèce de jeu médiatique qui se met en place, et en même temps il y a quand même une espèce de fébrilité, les trucs de Zemmour, etc. Tout le monde a quand même un peu peur, et Macron va être élu, ça va être une espèce de catastrophe, et je dis ça parce que moi, en fait, je suis obsédé par une idée par rapport à ces élections. Je parle de différentes choses, mais dans le fond, dans ma tête au moins c'est relié. C'est que là, par exemple, tout le cirque autour de Zemmour et des sondages, etc., moi j'ai l'impression que tout ça va perdurer jusqu'aux élections, mais le vrai moment, à mon avis intéressant, c'est le lendemain des élections. Très probablement Macron va être réélu, et l'espèce d'abîme que ça va ouvrir, une fois que ce cirque-là sera terminé, l'espèce de normalité qui va devoir se remettre en place, en fait, finalement, on repart à zéro, parce qu'on repart encore X cran, encore plus dans l'aberration et la merde, mais en tout cas, espèce de retombée de l'agitation médiatique et tout ça, ça va, je sais pas, moi j'imagine, le lendemain des élections, ça va être une espèce de gueule de bois complètement folle, parce que, d'un seul coup, plus personne ne peut plus croire en rien, quoi. Et ouais, c'est la même chose un peu de stabilité, pas stabilité, exception, normalité et tout ça. Et moi, ça m'intéresse d'essayer de voir comment tu t'appréhendes vraiment la situation présente là maintenant, quoi. Outre le fait que Zemmour est créé pour que chacun ressente un vague soulagement lorsqu'il sera dégagé, je pense que c'est effectivement ce que tu dis, une espèce de stabilisation assez mortifère. Mais Plexiglas, c'est essayer de sublimer ça un peu, c'est-à-dire à partir de ces faux choix qui sont la société de contrôle ou le survivalisme, essayer de montrer que ce statu quo est intenable, et essayer dans ce désespoir-là, de travailler à partir du constat de ce désespoir-là.
Donc moi je suis de plus en plus sur des postures de comment dire, furtivité, dit Damasio, enfin d'échapper clairement à ça, c'est-à-dire des questions territoriales aussi qui se posent. Je pense qu'on est beaucoup, ce statu quo là, cette espèce d'immobilisme est très valable dans les villes. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé sur les campagnes aussi, enfin, sur les urbanistes appellent ça le périmétropolitain. Je pense qu'il y a des distinctions très fortes et qu'il y a des choses à recréer sur ces territoires-là, où ça transgresse plus, où il y a peut-être plus de choses, plus d'éléments intéressants sans doute que ce que produisent les villes aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est le modèle des villes qui est vraiment à l'agonie et que la plupart des Français vivent dans des villes, mais c'est le souci sans doute de cette perception de ce monde-là est très liée à notre perception d'urbain. Mais hors des villes, je pense qu'il y a pas mal de choses à réinventer et je peux me vendre de l'utopie réaliste à 2 balles, mais je pense que c'est un peu différent. En tout cas, il y a une territorialisation de ces questions-là, quoi, ça c'est clair. Et je ne sais pas si je réponds totalement à ta question. Non, pas totalement, mais c'est... Oui, mais j'en avais conscience, tu vois. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que... mais c'était une question difficile aussi. Mais... Moi, je suis pas sûr. Enfin, en fait, c'est pas que je suis pas convaincu par. Je trouve ce qui est compliqué dans la distinction entre ville et campagne, c'est que précisément ce qu'on pourrait appeler le processus de métropolisation, pour dire ça avec des grands concepts, il a autant aboli la ville que la campagne, quoi. En fait, la métropole a juste tiré le pire de ce qu'il y avait dans la ville et sorti tout ce qu'il y avait encore à peu près bon de la campagne pour le désertifier. Et donc, je trouve que cette distinction-là, si on considère ce qu'est la métropolisation, je suis pas tout à fait sûr que... Oui, mais sinon il n'y a pas d'échappatoire, ce qui est assez angoissant aussi. La question, qu'est-ce que c'est qu'une vie à peu près une vie vraie, juste aujourd'hui, c'est la question, quoi, que je me pose, moi. Clairement, quoi. Je suis désolé mais et je pense que les villes ne produisent plus de conditions pour ça, en fait. Voilà. L'expérience, la capacité que nous avons d'être en prise avec ce qui nous arrive est devenue très compliquée, quoi. Appauvrissement de l'expérience, dématérialisation de nos relations, etc. Bon, comment est-ce que le survivaliste va jouer cette carte d'être en prise? Je ramasse ma terre, je fais mes tuiles, je me plante, je fais mon four, mais finalement je réussis à faire mes tuiles. Je me demande, moi je pense que je cherche quelque chose de ce type-là, en fait, en réalité, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes étudiants, la question d'être en prise avec ce qui nous arrive. Une vraie question architecturale, une vraie question de ce que c'est qu'habiter. Heidegger était un nazi, mais enfin, il a quand même dit que sur une conférence Bâtir, habiter, penser, où il explique, ça revient dans Plexiglas, que celui qui peut être en prise avec ce qui lui arrive, c'est ça habiter. C'est pas se loger. Nous on est logé en ville, mais habiter c'est être en prise avec les matériaux, avec la spiritualité du lieu, etc. Bon, moi je crois beaucoup en ces choses-là, en fait, quoi, aujourd'hui. Mais c'est mon avis. Mais justement, Kevin il est balèze, en fait. Il a plein de compétences. Kevin, il est trop fort. On a vraiment envie de le suivre. Et c'est justement ce que finit par faire le personnage d'Eric. Mais en fait, Kevin, en tout cas, il donne l'apparence d'avoir une vie juste dans la vision alternative du monde qu'il développe. Et il y a tout un système de cohérence, insoupçonné, en fait. Et je crois que c'est là où Kevin, il arrive parfois à convaincre Eric, donc le personnage du roman, de le suivre dans les bois pour aller chasser une biche dans la nuit, quoi. En fait, c'est pas si évident que ça d'aller chasser une biche dans la nuit, quoi. Mais en tout cas, Eric, il s'y laisse tenter. Et du coup, je me demandais, en fait, après le personnage de Kevin, qu'est-ce que tu voulais travailler, en fait? Quel était l'affect que tu souhaitais mettre au défi, quoi? Parce que moi, quand on lit le personnage de Kevin, au départ, il y a un côté un peu quasi scène anthropologique de rencontre entre l'indigène et l'anthropologue. Entre Kevin issu de la scientologie
qui a un peu ses délires, et Eric qui dit, il dit, je crois même page 19, ce type est fou. Voilà, donc ça, le mot est posé, ce mec est fou, moi je suis de ceux qui ont la raison, et lui il n'en est pas doté. Mais à la fin des fins, il se retrouve quand même, Eric, aller chasser la biche avec Kevin. Et donc je me demandais en fait qu'est-ce que tu voulais travailler comme affect à travers ce personnage-là, quoi. C'est beaucoup, on en parlait là, la familiarité rompue, l'amitié passée avec cet homme-là. Ancien pote, avec qui j'ai passé de très bons moments, que je décris un peu, bon, avec des communions sur des goûts musicaux, des choses très... et puis pas que, quoi, sur des histoires d'amour partagées avec des filles, des copines de l'époque. Tout ça, j'essaie en permanence, le narrateur essaie en permanence de ramener ces histoires, ces trajectoires de vie en fait. Et c'est ça, c'est essayer de retrouver de la vie chez cet homme-là qui nie justement toute expression d'émotion, toute émotion en lui, parce qu'il l'assimile à une vulnérabilité. C'est le principe du survivaliste. Il ne doit pas exprimer sa peur, évidemment, mais il ne doit pas exprimer non plus sa joie, il ne doit pas exprimer d'ironie. Tout ça, c'est des failles, en fait. C'est perçu comme des failles. Donc c'est une autre discipline de vie. Et c'était assez amusant de pousser la fiction après. Ça, je l'ai ressenti en tant qu'auteur face à Kevin. Mais après, en tant que narrateur, c'est intéressant de pousser ce procédé et de montrer quelqu'un qui cherche compulsivement de la vie chez quelqu'un qui est mort, qui a, comme tu dis, énormément de compétences, mais qui en fait est mort, a autant de pouvoir de vie qu'un mort. Il sait faire des tas de trucs, mais voilà. Et c'est très troublant, quoi. Et c'est assez... et questionner l'époque par ce biais-là, ça me semble aujourd'hui... assez intéressant, enfin, d'aller dans ces extrémités-là pour... voilà. Parce qu'en fait, Kevin, il veut survivre, il veut pas vivre. Ouais, il veut survivre, mais il a eu un gros trauma. Puis il est seul, Kevin. Il est paranoïaque, il est seul, il pense déjà à quand les gens seront éparpillés, à comment il va devoir tuer les autres, se défendre des autres. Et paradoxalement, en fait, moi je trouve la femme du narrateur, elle est... c'est d'elle que vient le mot amour et tout ça, et elle a un truc, elle a envie d'y croire, elle a envie que collectivement, mais bon, c'est comme un mouton, quoi, c'est pas non plus c'est pas un super collectif d'amour et tout ça, mais on sent chez elle en tout cas une sorte de bonne foi navrante, mais vraiment à l'opposé du sentiment de la volonté d'isolement aussi du puissant Kevin, quoi. C'est tout à fait. Alors, je suis très content d'entendre cette version-là, parce qu'elle passe habituellement toujours pour une folle, et en réalité non, elle cherche compulsivement l'amour en 2020, quoi. Et chercher l'amour en 2020, c'est ça, quoi. Oui, parce qu'il y a un rapport dialectique entre les deux, c'est-à-dire que il y a aussi, moi la manière dont je l'ai compris, c'est peut-être moins fine que ça, mais c'est que, pour moi, la femme qui au départ incarne une espèce de rationalité sanitaire totale avec lequel le narrateur est au départ en phase, en fait, cette espèce de surrationalité sanitaire, au fur et à mesure, devient une folie. Et donc, le survivaliste qui est présenté dans un premier temps comme fou et la femme comme rationnelle, finalement a plongé les deux pieds en avant. La femme vrille dans la surrationalité et dans la folie. Et finalement, ce qui amène aussi le survivaliste un peu dingo à apparaître comme finalement, si ce n'est plus rationnel, au moins tout autant. Quasi sage. Voilà. Ouais, non, mais c'est inspiré aussi d'un livre d'Emmanuel Boff qui s'appelle Le Piège. Faudrait que je le mets en épigraphe, qui est un livre incroyable, il faut le relire aujourd'hui. Sauf que ça se passe à Vichy. Et l'histoire d'un type qui essaie de rejoindre De Gaulle, mais il doit passer par Vichy. Donc ça, c'est quand même un gros truc. On imagine aujourd'hui l'épreuve que ça peut être, où il arrive à Vichy et où il ne sait pas qui fait quoi, qui pense quoi. Et un argument, ce que tu dis, un argument rationnel peut totalement se retourner et causer sa perte. Et de la même façon, sa femme veut l'aider en permanence et l'enfonce à chaque fois un peu plus. Et je ne compare pas ces deux époques historiques, ça serait aberrant. Par contre, sur un plan anthropologique, il y a cette disposition anthropologique à on ne sait plus qui fait quoi, qui tient un discours à peu près cohérent, ou non, et le revirement permanent de ces discours-là. De la rationalité, et celui qui cherche compulsivement la rationalité en 2022, il est quand même assez mal barré parce que tout le monde prétend un peu l'avoir, quoi. Mais... Marie, elle cherche l'amour, mais Marie, elle en vient quand même à devenir
geôlière, parce qu'elle va quand même confiner le personnage d'Eric après qu'il soit sorti voir donc, son pote survivaliste dans la forêt. Elle va, quand il revient à la maison, elle va quand même le confiner dans la chambre, je crois. Elle va renfermer son amoureux, c'est peut aussi être vu comme un truc d'amour. Hein. Mais combien de couples ont Ça vécu serait ça, Non, mais quasiment, c'est-à-dire où la personne qui était qu'à contact, etc., on faisait chambre à part, c'est à peine grossi le trait. ouais, avec des tensions différentes, un rapport à la maladie, à la peur, avec des rapports différents. Non, mais moi aussi, enfin, en tout cas, il y a un truc, c'est que les deux, et ça, c'est presque un ressort comique, je trouve, du livre, c'est que de toute façon, les deux finissent par rejeter Eric, quoi. L'un lui dit reviens plus, tu m'as déçu, et l'autre l'envoie dans des camps. Et Eric, il se retrouve, il n'a pas su choisir, il a trop douté en fait. Il aurait dû à un moment prendre parti, il a pas su, il se retrouvait. En même temps, c'est assez humain, quoi, je trouve. Pour le coup, entre le survivalisme sans émotion mort et la société de contrôle total, c'est effectivement... T'as pas envie de prendre parti, quoi. T'as pas nécessairement envie de prendre parti. Mais c'est aussi la difficulté d'être audible quand on a une voix qui s'élève un peu entre ces perspectives, quoi, et qui essaie de trouver une autre voie. C'est très difficile aujourd'hui, quoi. C'est un roman désespéré. Mais non, je le vends bien. Justement, ce que Bov, que j'aime beaucoup, disait, les romans de Bov, ils sont toujours désespérés. Mais ce qui est intéressant, c'est de sublimer notre état de désespoir. On fait pas des romans pour divertir. Enfin, moi, je fais pas des romans pour divertir ou des textes pour divertir. Ce que nous vivons est assez désespérant. Et c'est intéressant d'avoir un texte, je pense, qui peut sublimer un peu cet état de désespoir. Moi, je mise là-dessus, quoi. Oui, c'est quand toutes les options sont mauvaises. Mais là, c'est marrant parce que, enfin, c'est absolument anecdotique. Mais il y a quelques mois, on avait fait un lundi soir comme ça sur les questions Covid, complotisme et tout ça, et on avait vraiment pris grand soin d'essayer d'inviter des gens qui avaient des avis assez différents et voilà, vraiment cette idée d'essayer de faire une discussion un peu fine et nuancée et intelligente. Et ce qui est assez drôle, c'est que il y a eu beaucoup de réactions où soit des gens disaient ah oui, c'est un truc vraiment complotiste, hein. Ou alors, vraiment, quasiment dans la même proportion, des gens qui disaient ah non, mais en fait, vous êtes pro-gouvernement. Et en fait, comme si il y avait strictement aucune voie possible qui soit une espèce de voie de justesse, et comme si une espèce de volonté farouche de pousser dans des camps qui sont les camps les plus absurdes qui soient, où tu vois, et tu peux dire 15 fois non, mais ça fait dispositif, ces trucs-là, il faut justement sortir de ce truc-là. C'est comme s'il y avait vraiment une poussée sociale vraiment très très forte à pousser les prises de parti dans leurs variantes les plus, dans le fond, les plus caricaturales et grotesques. Et ça, je dis, c'est vraiment lié au niveau d'indécision générale, enfin au fait que la situation est aussi bloquée et étouffante, mais vraiment, cette capacité à chercher des voies toutes faites, quitte à dire n'importe quoi. Crise de l'expérience. Exactement comme dans ton livre, en fait, pour le survivaliste, il est invendu, et pour sa femme, qui est donc pour le coup très pro-gouvernemental, il est un barbare, quoi. En fait, il est niais, quoi. Ouais, exactement. Et c'est une recherche, le narrateur cherche juste à décrire précisément ce qui lui arrive. En fait, c'est ça. C'est juste à chercher précisément ce qui arrive. Les deux autres voies sont des possibles, sont invivables, intenables, parce que c'est l'angoisse de mort qui surgit. Le survivaliste, s'il y pense 2 secondes, c'est l'angoisse de mort qui surgit. À l'inverse, c'est totalement d'une société de contrôle où on n'a plus aucune prise avec ce qui nous arrive. Le risque, c'est que l'angoisse de mort surgisse aussi. Moi, je pense qu'un mode de vie juste, c'est d'arriver à vaincre ça, ou à vivre avec. C'est assez basique, quelque part. Et le narrateur ne fait que chercher un langage précis pour comprendre ce qui lui arrive. Voilà. Et c'est toute la difficulté de cette époque. Et puis, quelle expérience d'altérité est-ce qu'on nous promet, quoi. C'est ça le problème, quoi, aussi, de comment est-ce que je rencontre quelqu'un l'autre dans la rue aujourd'hui. Quelle expérience d'altérité je peux faire? C'est très compliqué, le masque n'aide pas, certes, mais c'est fondamentalement, on est mutilé, là, avec les masques.
Ouais, moi, il y a un truc qui m'intéressait dans ce que tu disais et qui m'a fait penser au point de départ de ton premier livre, je crois, Anthropologie. C'est que Anthropologie, ça part pas, ça part d'une rencontre, mais qui se fait pas par la parole, qui se fait entre une mendiante à un rond-point d'une zone commerciale où il n'y a pas de passage piéton et un automobiliste. Là, pour le coup, c'est toi, c'est pas. Et qui se fait simplement par le regard. C'est juste un regard un peu trop, qu'on pourrait, justement pas trop, mais qu'on pourrait considérer comme un peu trop appuyé. Un regard étrange, c'est l'étrangeté d'un regard qui va lancer ton enquête, le livre et une forme d'obsession. Tu peux nous parler un peu de tout ça, de tout ce que l'infra, tout ce qui n'est pas langage, comment t'étudies ça? Signaux non verbaux et puis familiarité rompue, c'est-à-dire le fait que cette Rome n'est pas seulement... Parce qu'il faut remettre dans le contexte, à l'époque c'était François Fillon qui était Premier ministre et qui expliquait que chaque État de l'espace Schengen devait gérer ses Roms. Et c'était assez... L'expression était forte, quoi. C'était un peu gérer ses encombrants, quoi. Et le ressort du livre, c'est au contraire d'essayer de considérer que cette jeune femme n'est pas une entité reproductible qui constitue un groupe, quoi, qui serait le groupe de François Fillon ou d'un sociologue d'ailleurs. Hein. C'est la même chose. Et la familiarité rompue vient à ce moment-là pour voir ce qu'il y a évidemment de différent, puisqu'elle est en situation de souffrance, de toute évidence, mais en même temps quelque chose nous relie, quelque chose qui est ténu. Parce que ça pourrait être une sœur, une cousine, une amie, voilà, il y a quelque chose. Et c'est questionner ça par le non-verbal qui me semblait important, plus que par toutes les tentatives pour essayer de parler de ça, de considérer que ce truc-là était à la base, mais que j'ai ressenti pas plus tard que ce matin à côté, là, devant l'église à côté, sur le parvis. Donc je pense que tout le monde ressent plus ou moins ça, en fait, cette dimension-là. Et qui s'oppose à nouveau au modèle durkheimien du groupe, qui a totalement phagocyté les questions liées à la souffrance, liées à l'exclusion, liées à... etc. Ouais, et puis en fait, dans le dispositif de tes textes, il y a toujours quelque chose où tu arrives à rattraper tous ces petits gestes, et tous ces signes non-verbaux, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'honnêteté. Enfin, donc, là, moi, je reprends le livre La Petite Ville que tu as publié donc, chez Amsterdam sur ta ville de naissance, Saint-Thierry-la-Perche. Saint-Thierry-la-Perche, pardon. Et en fait, le passage que je préfère, c'est le passage où tu te fais un peu défoncer par Nathalie, parce que tu colportes une rumeur locale sur le fait que Barbara, une de vos amies d'enfance, aurait fait un porno dans le bureau de l'usine locale, si j'ai bien compris. Et tu le fais un peu naïvement, je crois, enfin, au fil d'une conversation qui dure, et tu colportes ce truc-là. Et tu te fais littéralement insulter, quoi, par cette Nathalie. T'es comme les autres, incapable de comprendre l'histoire de Barbara. Tu trouves que t'es vraiment dégueulasse. Monsieur l'anthropologue, c'est que même si Barbara avait vraiment fait ses films, même si elle a vraiment fait ses films, tu ne comprends pas. Tu n'es qu'un con, t'en prends quand même pour ton grade. Mais l'originalité du texte, c'est que en fait, il est écrit où il y a des formes de description et d'analyse qui sont littéralement dans le texte, entrecroisées d'un texte entre parenthèses et en italique, qui sont les discussions réelles que tu as avec Nathalie, quoi. Et du coup, je me demandais que pourquoi, pas pourquoi, parce que j'y vois l'intérêt, mais qu'est-ce qui t'a poussé à laisser ce passage-là, où tu te fais avoiner par Nathalie? Parce que c'est réellement passé. Parce que là aussi, c'est ce qu'on dit tout à l'heure sur la position de l'expert. Je suis expert, je peux dire que je suis expert, anthropologue, j'ai posé une expertise, mais je suis aussi pris dans la sophistication de la relation humaine, et je peux m'emporter. Cette maladresse-là, elle réhumanise un peu l'expertise, c'est-à-dire que c'est une gaffe, mais qui est très lourde, parce que ça me renvoie à mon inconséquence et à mon marqueur de classe. Je suis d'une classe c'est terriblement méprisant ce que je dis là, cette gaffe-là. Et je trouve important de réhumaniser, de recontextualiser l'expertise, de montrer que c'est un peu plus sophistiqué, et que du coup, là à l'inverse, la personne observée
Nathalie reprend le pouvoir, quoi. Et C'est là, c'est gagné pour moi, parce que c'est pas du masochisme, c'est juste que la relation d'expertise, c'est celle-là, en fait, quoi. Et elle existe pleinement, parce que si j'avais pas mis cette scène, en fait, c'était simplement un itinéraire dans la ville où elle me parle comme une personne ressource, comme on dit en sciences humaines. Mais c'est bien plus qu'une personne ressource. Et donc, c'est intéressant, je trouve, de faire exister la petite histoire et la grande histoire, ce qui est le principe de ce livre, la grande histoire du capitalisme industriel et les histoires à taille humaine, et de montrer que ces histoires à taille humaine aussi, elles peuvent se renverser vers celui qui observe. Ouais, on a 1 heure, sauf si tout le monde a plein d'autres questions, je veux brimer personne. Mais moi, j'avais une question vraiment journalistique nulle, mais est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles maintenant? Enfin, vu que nous, on découvre évidemment toujours un peu ça, mais est-ce que tu peux dire, là, donc, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui sur quoi pas forcément ce que tu vas écrire, mais sur quoi tu bosses et qu'est-ce qui t'interpelle d'un point de vue d'anthropologue sur notre présent, là, maintenant? Mais tu peux dire, je vous le dirai pas, je vous le dirai. Non, je peux en parler. Moi, je suis assez. Je me pose beaucoup la question de cette tendance de l'écologie politique et de l'anthropologie, cette liaison humain-non humain, que revendiquent beaucoup d'anthropologues ou de philosophes aujourd'hui, qui m'interpelle vraiment. Et je suis assez critique vis-à-vis de ça, on va dire, parce que je trouve que c'est une vue des villes, à nouveau, une nature qui est on va aller hurler avec les loups, mais où finalement il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de questions sociales. Donc voilà, c'est ce qui me traverse actuellement. Et j'essaie de... en blaguant si tu allais écrire nager avec les dauphins. Mais il y a eu cet article de Lordon là, qui a un peu réveillé tout le monde et qui était qui avait le grand mérite en fait de mettre le doigt sur quelque chose d'assez important, je trouve. Et non, on peut toujours en discuter, mais d'abord c'était drôle. L'article était très drôle. Il est drôle et il est outrancier parce que je pense qu'il était en colère. Et moi, peux me sentir un peu en colère aussi vis-à-vis de ces éléments-là, quoi. Donc, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. J'essaie de trouver une forme, voilà, de formaliser ça un peu. Est-ce que ce sera une farce grotesque, ce qui peut être bien aussi, ou est-ce que ce sera une enquête très sérieuse? Tout est possible. Bon. Et merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup à vous, c'était très bien. Et une très belle soirée.